Aujourd'hui, la cinquième et dernière capsule avec Benoît Chalifou. On parle de son dernier outil, l'empathie. Pour la cinquième, et celle-là me touche vraiment particulièrement beaucoup parce que personnellement, je trouve que c'est un peu la clé de la solution humaine, qui est l'empathie. L'empathie, L'empathie. c'est tellement. Empathie, pour moi, ça rime un peu avec amour, amour de l'humain, l'empathie de soi, l'empathie des autres. Pour toi, ça représente quoi l'empathie? Ben, c'est en une phrase, c'est de chercher à comprendre plutôt que de se faire comprendre. Je pense que c'est vraiment ça. Chercher à comprendre ta manière de voir les choses, Fanny, plutôt qu'essayer de tirer ma couverte pour que tu me comprennes. C'est un peu la clé, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique. Hein? Donc, pour faire le passage entre la communication et l'empathie, c'est d'avoir cette capacité de toujours essayer de chercher à comprendre plutôt que de se faire comprendre. Et je pose toujours la question aux gens quand je parle d'empathie, devinez ce qui se trouve sur un spectrum où si d'un côté extrême se trouve le jugement, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté? Là, les gens cherchent. Et la réponse, évidemment, c'est l'empathie. Parce que quand tu es empathique, tu n'es pas dans le jugement. Tu es en dictonomie complète avec le jugement. Tu cherches à comprendre le cadre de référence de l'autre. Parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde avec le bagage de nos expériences, le fruit de nos expériences, nos discussions, notre vision du monde. Et l'empathie, c'est tout sauf se mettre à la place de l'autre parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est se mettre à la place de l'autre. » Comment voulez-vous que je me place dans votre position si je ne l'ai pas vécu? Je peux aller dans votre espace secret. Je peux aller vous rejoindre dans cet espace-là qui est le vôtre. Et quand il y a les gens qui vivent des moments difficiles et que tu as l'audace d'aller dans cet espace-là qui est l'espace de l'autre, il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir dire qui va changer la donne. Mais de remercier la personne, de te permettre de vivre ce moment avec, c'est juste extraordinaire. J'ai eu une discussion dernièrement avec quelqu'un qui vit des choses difficiles. Il me l'a écrit. Il m'a écrit que sa situation. Je dis, hey, tellement merci de me le partager. J'avais rien d'autre à dire parce qu'il n'y a rien d'autre qui va changer la donne. Mais je suis privilégié qu'il me le partage. Je suis vraiment d'accord. Moi, les gens, comme par exemple, tu as des enfants. Si tu me racontes, moi, j'en ai pas d'enfants. Si tu me racontes une situation avec tes enfants, tu me dis en fin de semaine, non, mon Dieu, je les ferais donc bien garder. Tu sais, je vais souvent faire, j'imagine. J'imagine, je peux pas te le dire, j'ai pas d'enfant, mais tu sais, je vais essayer d'avoir de la. C'est pas de la compassion parce que je veux pas te sauver, je vais pas garder tes enfants, je te le dis, Benoît. C'est Je ça, la garderai pas tes enfants. compassion. Puis on peut aller, ça amène bien la compassion, ce que tu es en train de dire, parce que la compassion, la différence avec l'empathie et la compassion, pour moi, la compassion, c'est un degré un peu plus élevé de l'empathie parce que ça nécessite un effort et c'est un geste délibéré de l'autre personne pour justement montrer qu'il est empathique. Fait que la compassion, dans ce cas-là, ça serait, eh ben gars, cet après-midi, je te prends tes deux enfants. Tu comprends? Là, tu m'as dit que Ouais. tu ne le feras pas, mais c'est ça de la compassion. C'est un Ouais. geste délibéré qui nécessite un effort supplémentaire Ouais. pour montrer que tu as compris que, ben, gars, il y a besoin d'aide. Puis non seulement tu es empathique, mais tu livres de la compassion. Puis les gens souvent me disent, mais comment ça que les gens ont si peu de compassion, tu sais, au total? Ben, ça revient encore à l'autodiscipline. C'est qu'avant d'avoir de la compassion pour les autres, il faut que tu en aies. Il faut que tu aies de ce qu'on appelle de l'autocompassion. Right? Et on en a très peu pour soi. On n'a pas de problème à pardonner les autres d'une bourde, d'une erreur, mais quand c'est nous, on n'a aucune autocompassion. On peut se fâcher contre nous-mêmes longtemps, là. Absolument. Dans ton livre, dans cette partie-là de tes outils, il y a une chose qui est venue, en fait, c'est vrai, qui m'a fait réaliser, on a souvent de l'empathie pour les gens qui nous ressemblent. Oui. Donc, des fois, on va se retrouver dans une situation qu'on ne connaît pas, des gens qui sont pas dans, tu sais, c'est pas une habitude pour nous. Euh, Comment on fait pour avoir une empathie sincère aussi, un peu comme une écoute sincère Ouais. dans l'autre? Comment Ben, ça se développe? ben, l'empathie, c'est un mécanisme qui s'enclenche plus jeune. C'est pour ça que quand on est jeune, là, c'est super important que les parents donnent un maximum d'amour parce que beaucoup de choses se développent puis ça va perdurer dans le temps. La première empathie qu'on développe, c'est l'empathie émotive. Et l'empathie émotive, c'est par exemple mon fils qui voit ma fille pleurer. Il voit qu'elle pleure, qu'elle n'est pas contente, mais il ne va rien faire. C'est ce que je veux dire? Donc, il va comprendre son ressenti, mais il ne va pas rejoindre ma fille pour l'aider plus qu'il faut. Mhm. Après ça, se développe un peu plus tard, 4-5 ans, 5-6 ans,
l'empathie cognitive. Puis là, l'empathie cognitive est essentielle, par exemple, pour un médecin ou des métiers comme ça, par exemple, un oncologue qui voit des patients qui ont le cancer tout le temps, s'il il comprend que l'autre va souffrir dans ce passage, ce processus, mais il ne peut pas prendre sa peine à tous les jours. Donc, il va se mettre une carapace. Autrement, il sera en burn-out tout le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Le ressenti de l'autre, tu le captes, mais en même temps, tu ne vis pas tout ce qu'il vit parce qu'autrement, tu ne serais pas capable. Puis il y en a beaucoup qui ont des problèmes à ce niveau-là. Ça nous amène à l'empathie mature, qui est une empathie qui mélange les deux là, et qui te permet de le mettre dans ton quotidien. Ça prend beaucoup de pratique. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, on a beaucoup plus d'empathie pour quelqu'un qui nous ressemble. Par exemple, Fanny, tu es sur un trottoir, je te vois par terre, habillé comme tu es, ben, je vais certainement m'arrêter et dire, êtes-vous correct? Qu'est-ce que vous avez? Alors qu'une personne sans abri, qui me ressemble moins par ses habits, par ses routines, ben, il peut être par terre, puis je ne vais même pas m'en rendre compte. Là. Je ne vais même pas être sensible. Je ne vais même pas m'en rendre compte. Et donc, c'est ça, cette empathie. La clé de l'empathie, c'est la cerise sur le sundae, c'est d'avoir cette capacité d'être empathique, même avec les gens qui ne nous ressemblent pas. Et ça, c'est un travail vraiment hargneux qu'on doit faire sur nous-mêmes pour justement toujours essayer de chercher à comprendre plutôt que de se faire comprendre. Ça revient à ça. Donc, vraiment, puis c'est aussi de se rappeler encore une fois qu'il y a peu de choses là, qu'on va se rappeler. Ça revient au ressenti, en fait. C'est de comprendre que l'empathie passe beaucoup par le ressenti qu'on projette chez les autres. Mm-hmm. Puis, il y a aussi le danger d'être trop empathique. Oui, ben oui, parce que, ben oui, souvent les gens disent, mais oui, ben Benoît, jusqu'à quel point je dois être empathique? Ben, ça dépend de ton degré d'affinité et de match avec la personne avec laquelle tu veux être empathique. Parce que si ton empathie te draine tout le jus, hein, être empathique, c'est énergisant. Ça ne doit pas t'enlever de l'énergie. Et donc, moi, quand je fais un geste qui est lié à l'empathie, ça me donne de l'énergie, un petit peu comme un geste de générosité que je parle un peu plus tard dans le livre. Quand je fais un geste de générosité, ça me donne de l'énergie, ça me fait ressentir bien. Quand je suis empathique ou quand, encore mieux, j'éprouve de la compassion pour quelqu'un, je suis fier de ce que j'ai fait comme geste, parce que c'est un geste, c'est un effort, la compassion, on l'a dit. Et quand j'ai de la compassion pour quelqu'un, je me sens bien, je me sens mieux moi aussi. Et donc, l'indicateur, c'est quand que ça ne vous donne plus ce ressenti-là, bien, vous n'êtes peut-être pas en train d'être empathique comme vous le devriez. Là. C'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un jeune entrepreneur qui commence une entreprise, particulièrement en temps de pandémie actuellement, où c'est très difficile là, de faire des liens comme être physiquement avec ses Ouais. employés? Comment tu lui dirais d'utiliser tes outils en ce moment, en temps de pandémie? Oui, ben, par exemple, si on parle de ce qu'on vient de parler, de l'empathie, pour moi, c'est une des armes les plus redoutables en vente, par exemple. Un entrepreneur, tout ce qu'il veut, c'est vendre, évidemment. Hein, c'est le point de départ d'un entrepreneur. S'il n'est pas capable de vendre, il va fermer boutique. Et donc, pour moi, l'empathie, c'est évidemment, en fait, ce que je donne comme image souvent, c'est qu'avant de me faire une idée, Fanny, de ton produit, de ton service que tu as à vendre, me fait une idée de quitter. Et donc, si tu n'es pas empathique envers moi, ben, je vais le ressentir immédiatement. Et si tu veux juste me vendre ta salade, ben, ça ne fonctionnera pas. Créer une relation. Donc, le coffre à outils qu'on a partagé dans les différentes capsules, c'est ce qui te permet dans ta vie personnelle, mais dans ta vie professionnelle également, d'être à ton meilleur et de vendre sans vendre, si je peux dire, de faire de la vente relationnelle plutôt que transactionnelle. Il n'y a rien de mieux pour un entrepreneur qu'un client actuel parle de ses services à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de mieux de se faire parler de soi-même par quelqu'un d'autre. C'est la meilleure manière de vendre. Bien, je pense que ça conclut Merci. le tour des 5 outils. C'est sûr que lire ton livre et dans l'ensemble, ça complète encore plus ces outils-là. Ça donne encore plus de poids puis de sens. Puis c'est un livre, moi personnellement, dans ma vie, ce livre-là, je vais le lire plusieurs fois parce que ces outils-là, c'est pas vrai que tu les lis pendant une semaine, tu les appliques.
Donc, tu Non. sais, c'est de prendre un outil à la fois, puis de le faire à son quotidien. Puis, c'est comme une mini-bible, en fait. Oh, mais je te rassure, même moi, hein, je veux dire, c'est un travail perpétuel. Les gens pensent que moi, j'ai. Non, ma douce moitié peut vous dire, là, j'ai beaucoup d'outils que je dois améliorer à tous les jours. C'est un travail à tous les jours. C'est de se l'idée soi-même qui est le plus grand enjeu, puis c'est d'évoluer à chaque fois une meilleure version de qui on est. Mais je tiens à dire que tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant que je signale dans ma conclusion. Je mets au défi les gens. Allez-vous faire de ce livre un objet dans votre bibliothèque ou une expérience de vie. Et c'est ce que tu viens de confirmer. J'en suis très heureux parce que ce livre, pour moi, c'est une expérience de vie qu'on peut partager. On peut partager ta lecture à quelqu'un d'autre et créer des liens. Ça peut être un symbole de lien avec les autres également. Et donc, je suis très ravi que les gens m'aient donné autant d'amour à la fin de leur lecture. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Puis j'ai bien hâte de vous voir là, dans quelques mois après pandémie. Donc, merci Oui. Fanny pour ces belles capsules vidéo. Ben, merci à toi énormément. Puis au plaisir de te voir en conférence. Ah, en vrai, En merci. vrai, oui. Merci. Merci. Bye. Vous êtes intéressé à rencontrer Benoît Chalifou ou encore de participer à notre déjeuner des partenaires? Vous pouvez nous contacter au info@apetl.org avec la mention Projet en avant. Merci du visionnement.